A priori, quand on est malade, on se rend chez son médecin et à la pharmacie. Mais depuis quelque temps, on a tous tenté de s'auto-diagnostiquer grâce au web. Le risque, c'est après quelques clics d'en arriver à ça. D'après mes calculs, il me reste globalement 26 minutes à vivre. À moins, Guiran, que tu te blindes de médicaments. Des médicaments qu'on cherche à nous vendre par tous les moyens. Oui, les médicaments, c'est d'abord une industrie. Confirmation avec le directeur éditorial de la très sérieuse revue indépendante Prescrire. Les firmes pharmaceutiques ont bien sûr tout intérêt, c'est un marché, de vendre le plus possible de médicaments, le plus longtemps possible, au maximum de gens possible. Et ces firmes pharmaceutiques, leur rêve, c'est de nous proposer un médicament à chaque fois qu'on en a besoin, mais aussi quand on n'en a pas forcément besoin. Dans les moyens des firmes pharmaceutiques pour augmenter le marché, pour augmenter leur vente de médicaments, il y a, on va dire, la dilatation des maladies. Il y a la création de problèmes là où il n'y en a presque pas, mais d'en faire une montagne. Exemple de montagne, le cholestérol. Ah, pas bon le cholestérol, c'est sûr, mais pas besoin d'en faire une maladie. C'est pas vraiment des maladies en soi, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. C'est-à-dire que plus le cholestérol est élevé, plus il y a d'accidents cardiovasculaires, attaques cérébrales, infarctus, etc. Mais heureusement, la majorité des personnes qui ont beaucoup de cholestérol dans le sang n'ont pas d'attaque cardiovasculaire. Pour baisser son taux de cholestérol, il existe des solutions très simples. Faire du sport par exemple, ou changer ses habitudes alimentaires. Simple, mais pas autant que de prendre une petite pilule miracle. Un médicament contre le cholestérol, c'est un bon plan pour l'industrie pharmaceutique, mais pas sûr que le patient en ressorte gagnant. Pour les gens qui n'ont pas eu d'accident cardiovasculaire, qui sont sans doute la majorité des personnes traitées en France, c'est vraiment très discutable de prendre ce traitement parce qu'il est probable que chez elles, ça fasse plus de mal que de bien. L'industrie pharmaceutique, elle a tendance à voir des maladies partout, et ça l'arrange. Vous êtes un peu enveloppé, vous avez quelques kilos en trop, rien de grave. Mais attention, vous l'ignorez sans doute, mais vous souffrez certainement de syndrome métabolique, et ça fait flipper. C'est les personnes qui ont un peu d'embonpoint, qui ont le sucre pas tout à fait normal, mais pas franchement encore le diabète, dont la tension est un peu plus élevée que la moyenne, mais qui n'ont pas vraiment l'hypertension. Enfin, c'est une zone un peu confuse. Bon, c'est des gens bien portants, on va dire, mais qui n'ont pas l'air très malades. Oui, malade ou pas, on a quand même trouvé un médicament pour les soigner. Quand on regardait de près les études scientifiques, il n'y avait rien de consistant, c'était tout du flou. Mais ça a été monté en épingle, il y avait des congrès qui faisaient voir tous les problèmes qu'il y aurait probablement autour de ces personnes-là. Et alors, ça tombait bien parce qu'il est arrivé ce médicament qui agissait justement sur tous ces facteurs de risque. Pas de maladie donc, mais un médicament, le Rimonaban, vendu à sa sortie comme le remède anti-obésité. Enfin ça c'était à sa sortie, parce qu'après... Après il a été retiré du marché parce qu'il n'était pas très efficace sur tout ça et que par contre il augmentait le risque de suicide. De là à penser que les firmes pharmaceutiques seraient prêtes à inventer des maladies pourvu que ça augmente leur chiffre d'affaires? C'est en tout cas le point de vue du professeur Even, auteur du livre 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. L'industrie pharmaceutique c'est tout à fait unique pour une raison simple, elle joue sur l'angoisse, la peur des gens, les espoirs qu'elle sait susciter. Autrement dit, elle a développé depuis 20 ans un système qui consiste à créer des marchés, des maladies qui n'en sont pas réellement. Par exemple, la préhypertension artérielle, pour laquelle on traite en France 1 million de personnes, des gens qui ont une tension artérielle rigoureusement normale et dont on sait que les traitements n'apportent rigoureusement rien. 1 million de personnes traitées pour rien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les labos, ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, les recommandations sont de traiter dès que la tension dépasse 13. Or, descendre le niveau de 16 à 13, ça a multiplié par 3 les ventes et le marché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette tension, puisque c'est une tension normale. Ce n'est pas une hypothèse. Il y a 4 études sorties sur 20 ans qui ont suivi des dizaines de milliers de malades qui avaient cette tension, 13 à 16, qu'on appelle préhypertension. Résultat des courses, le traitement n'a rien modifié. Il y a toujours eu exactement le même nombre de complications chez les traités et chez les non-traités. Ce traitement est complètement inutile et en France, ça représente 1 milliard, 1,2 milliard d'euros tous les ans. Plus d'1 milliard par an dépensé pour un traitement fantoche, à la limite, ça ferait presque sourire. Sauf que si on écoute le doc, on se dit que le trou de la Sécu, il est facile à combler. Je suis arrivé avec mon collègue Bernard Debré à un chiffre de 10 à 12 milliards d'euros tous les ans.
c'est-à-dire le déficit de la caisse d'assurance maladie. Vous pouvez le constater en passant. L'État cherche à faire des économies, il n'a qu'à soulever le tapis, la perle est là. Il y a 12 milliards dépensés en remboursement de façon complètement inutile. En plus, ce qui est chouette avec ce système, c'est qu'un même médicament peut servir plusieurs fois. Mesdames, peut-être souffrez-vous du syndrome prémenstruel dysphorique. En gros, vous êtes irritable au moment des règles. Eh ben, c'est une maladie. Si. On a transformé ça en une maladie. Et vous vous rendez compte, le marché qu'on s'est ouvert. Certes, on traite que quelques jours par mois. Bon, mettons une huitaine de jours. Mais on traite toutes les femmes avant la ménopause et à partir des règles. C'est-à-dire le quart de la population. Un énorme marché potentiel pour lequel les labos pharmaceutiques n'ont même pas eu à se lancer dans des recherches coûteuses. Bah non, le médicament pour soigner tout ça, ils l'avaient sous la main. Et on s'est dit, mais voilà pour le syndrome dysphorique prémenstruel. Il faut leur redonner du moral. On va leur vendre du Prozac. Mais attention, on va changer le nom, la couleur des capsules. On a appelé ça le Sarafem. On l'a vendu 4 fois le prix du Prozac. C'était la même molécule, exactement la même molécule, les mêmes doses, etc. 4 fois plus cher. Et on s'est ouvert un marché aux États-Unis de dizaines de millions de femmes. Un joli pactole pendant plusieurs années avant que l'agence fédérale américaine ne fasse interdire le médicament qui n'avait jamais rien démontré de son efficacité. Du coup, le labo, il a dû payer une amende. Dans les 3 dernières années, les 10 grandes firmes ont payé un peu plus de 30 milliards de dollars d'amende. Mais ça leur glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que quand on se fait 10 milliards par an de bénéfices, ça ne freine en rien les choses. À Paris, Carole, elle aimerait bien savoir si les médicaments qu'on lui prescrit sont vraiment efficaces. Carole souffre depuis son adolescence de douleurs chroniques et de fatigue. Mais pendant des années, personne n'était capable d'expliquer ces douleurs. J'ai commencé moi très tôt à avoir des douleurs vers l'âge de 14-15 ans et on ne comprenait pas du tout mes troubles. Et c'est beaucoup plus tardivement, vers 33-35 ans, qu'on a posé un diagnostic de sclérose en plaques probable. Et c'est encore plus tard qu'un médecin me dit ce n'est pas une sclérose en plaques, c'est une fibromyalgie. Une fibromyalgie, elle toucherait en France 2 millions de personnes. Désormais, la maladie dont souffre Carole porte un nom. Le problème, c'est qu'à part ce nom, les médecins n'ont rien d'autre. Pour certains même, cette maladie, elle n'existe pas. Ah, ça n'existe pas du tout. D'abord, au niveau des mots, fibro, ça a un sens précis, ça suppose de regarder au microscope. Dans le cas particulier, ce serait des muscles ou des tendons d'insertion des muscles, et de regarder s'il y a au microscope un développement de fibres, ce qu'on appelle une fibrose. Ça a un sens précis. Et naturellement, on n'a même pas regardé. Le mot a été utilisé sans même regarder. Je ne peux même pas vous dire, ça n'existe pas, personne n'a regardé. Aucune recherche concrète sur le sujet, aucun traitement expérimenté. Et pourtant, on donne des médicaments à ces malades. Ces médicaments, on nous les prescrit déjà depuis 10 ans. Je veux dire... Sans autorisation, vous les prescrivez? Oui, c'est quand même assez hypocrite, puisqu'on les prend de toute façon. Et on les prend, et c'est beaucoup plus grave, puisqu'il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas de bénéfice-risque évalué, il n'y a pas de formation du corps médical et il n'y a pas d'information du public. Des médicaments dont on ne sait pas s'ils sont efficaces et une maladie que la plupart des médecins ne reconnaissent pas. La fibromyalgie est presque un cas d'école. Je ne supporte pas l'idée, mais je ne la supporte vraiment pas, l'idée de mourir sans savoir ce que j'ai eu toute ma vie. Alors en déplaise à ceux qui n'y croient pas, je ne souhaite pas qu'il l'ait. L'exemple de Carole fait réfléchir sur les médicaments qu'on nous prescrit sans en connaître les effets sur notre organisme. Pour autant, doit-on fuir ce que les labos pharmaceutiques cherchent à nous faire consommer? Pas si sûr. Donc il ne faut pas non plus être manichéen, tout noir, tout blanc. Il ne faut pas tout médicament, mais il ne faut pas non plus chasser complètement le médicament. Il rend service, de grands services dans certains cas. Nous on veut bien, mais du coup, à qui peut-on vraiment faire confiance? On ne va pas comme un caniche chez le vétérinaire quand on est malade pour se faire caresser le poil et injecter un truc et bonsoir. Il y a une vraie participation, un vrai dialogue. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins le font. C'est ça la solution, dialoguer avec le médecin et ne pas forcément croire tous les messages qui auraient tendance à nous rendre malades. Le malade est soumis à une telle pression psychologique, c'est une vraie pression, qu'il s'insère de lui-même dans les cadres pathologiques qu'il voit décrits à la télévision, dans les médias ou ailleurs, et qu'il arrive à s'auto-persuader qu'il souffre de telle ou telle maladie.
C'est de notre faute aussi, on serait tous un peu hypocondriaques. Ouh là là, j'espère qu'il existe un médicament pour nous guérir.